Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Olivier Carré, député Les Républicains du Loiret, il est maire d'Orléans, il est membre de la commission des finances. Vous me direz un petit mot quand même de la crédibilité du budget 2016 sur lequel vous êtes en train de plancher. On en parlera tout à l'heure. Alain Madelin, président du fonds Latour Capital, Stéphane Van Nuffel et cofondateur de netinvestissement.fr. Et puis il a créé un blog je suis libéral.com. Pas mal de réactions d'auditeurs. Je vais garder celle de Franck. Oh, ça fait toujours plaisir de se faire du bien. Je trouve que votre émission est un atout pour des managers comme moi. Voilà. Elle nous permet d'élargir notre réflexion, d'ajuster nos démarches, décisions, attitude en fonction des perspectives économiques débattues pendant l'émission. Je me fais énormément insulter. De temps en temps, ça fait bien quand c'est... Voilà. Mais je lis les insultes aussi. Les gens qui l'ont fait, qui en sont les auteurs, peuvent en témoigner. Et puis, Girard m'écrit, je trouve assez pittoresque que l'OCDE dénonce les paradis fiscaux alors que c'est une organisation qui est un petit paradis fiscal pour tous les gens qui y travaillent. Ça, c'est amusant. C'est vrai qu'on est exonéré d'impôts. On est apatride. C'est amusant. Il n'est pas moins paradoxal de voir cette organisation s'engager dans un programme dit de Global Transparency, tandis que son mode de fonctionnement est un peu légèrement opaque, écrit-il. Bon, Olivier Carré, vous êtes à la Mutualité, ce n'est pas le président de la République, mais Olivier Carré qui doit célébrer les 70 ans de la Sécu. Est-ce que vous faites un discours pipeau? On est parti pour 70 nouvelles années, dormez bonnes gens, ou est-ce que vous racontez la vérité? Non, mais c'est pas On a créé ce truc, la retraite était à 67 ans, le mot dépendance n'existait pas, et l'UNEDIC voit le jour en 58, c'est le plein emploi. Voilà, c'est plus le cas aujourd'hui. Et puis on a aussi des problèmes démographiques qu'il faut restaurer, non pas à cause de la guerre qu'on vient de clore, mais de la précédente. Donc bon, mais simplement, moi je ne dirais pas ça parce que quand je regarde les conséquences de la sécurité sociale qui doit rassurer sur des risques majeurs pour chacun des individus. Ah oui, la santé, la que c'est un des systèmes dans le monde développé qui couvre le plus. Et qu'on a cette défiance à l'égard de l'avenir dans notre pays, à titre individuel et collectif, c'est que quelque part il y a des doutes. Et ces doutes, on les retrouve quand on questionne des plus jeunes générations qui, elles, ont du mal à croire que ça va durer. Alain parlait tout à l'heure des questions de retraite, c'est un peu vrai aussi au niveau de la santé, c'est un peu vrai sur tous les items. Et donc les gens n'y croient plus. Et si vous n'avez pas cette adhésion, ce pacte, qui fait que chaque génération contribue pour la précédente, et qui fait que cette espèce de tontine permanente, qui est la base sur laquelle, qui est le ressort, s'il commence à y avoir des doutes, s'il commence à y avoir un problème sur le fait de savoir si ces cotisations qui pèsent sur sa feuille de paye, couvrent bien la nature des risques que l'on a devant soi, si on commence à avoir des doutes, c'est que globalement il y a un problème. Et un des problèmes majeurs, me semble-t-il, par rapport, et c'est vrai dans quasiment tous les domaines, par rapport au sortir de la guerre, c'est qu'on rentre dans un univers où le choix est primordial et où les individus veulent avoir du choix. Ils veulent avoir du choix, pas pour se faire plaisir, mais parce qu'ils sont mieux informés, ils sont mieux formés eux-mêmes, et ils veulent se saisir davantage sur leur avenir. Vous allez jusqu'à imaginer que quelqu'un préférerait avoir plus de salaire net et décider d'assumer lui-même ses choix en matière d'assurance santé ou d'assurance retraite ou de prévention de la préparation de la retraite. Il faut nuancer tout ça, mais à condition qu'on soit dans une hiérarchie. Un peu à l'instar de ce qu'évoquait Alain tout à l'heure. C'est-à-dire que l'on ait un système sur lequel il y a un niveau concurrentiel qui existe, et finalement il commence à être introduit, alors même s'il y a de la fausse concurrence, à travers les mutuelles, d'entreprise, à travers tout un système, et puis des éléments qui, notamment pour les pathologies lourdes, pour un certain nombre de risques qui sont majeurs et qui sur le plan financier sont extrêmement onéreux, c'est la solidarité nationale qui prévaut dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la retraite, on a aujourd'hui cette situation qui fait qu'on n'a pas de capital, on ne fait pas appel à l'épargne pour financer la perte de pouvoir d'achat que dans le cycle de vie, on a toujours quand on est dans les années 60 et 70. Les gens qui le peuvent le préparent. Exactement. Donc à partir de là, c'est tout un système qui a prévalu et qui aujourd'hui est remis en cause par les gens eux-mêmes. Donc c'est ça que j'aurais tendance à dire. Belle machine qui a sans doute été une belle idée à une certaine époque. Et puis aujourd'hui, une forte obsolescence qui doit nous obliger, qui nous questionne, nous les politiques. Alors ça veut dire dans ces cas-là, si je résume ce que vous venez de me dire, c'est qu'effectivement on garde un système de 100% solidarité nationale de socle, pour les véritables pathologies graves, les ALD, ce genre de situation, ou alors les maladies. Peut-être pas 100%, mais en tout cas regardez. Voilà, c'est pas un mot choix. Et on paye pour les petits bobos de la vie un gros risque, c'est un petit risque qu'on n'a pas couvert et qui a dégénéré. Enfin bon. Et sinon ensuite effectivement, puisqu'on
on crie haro sur le capital, sur le capitalisme, sur les dividendes, autant aller chercher l'argent là où il est et partager le capital, notamment avec les fonds de pension et autres systèmes de capitalisation. Alors, ça arrivera. Ça arrive déjà. Non, mais Stéphane Van Nuffel, est-ce que 70 ans, est-ce que c'est la fin? Alors justement, moi je vais vous dire ce que je dirais, donc je jetterai des choses, mais... Mesdames et messieurs, Stéphane Van Nuffel va se... Voilà, attention, Stenson et bottes de cuir. Ce qui est très intéressant dans la sécurité sociale, quelle qu'elle soit, on va appeler la sécurité sociale telle qu'on l'entend avec S majuscule, une octobre, quel que soit l'héritage d'où elle provient. Oui, c'est une assurance. Ce que je veux dire, c'est que ce modèle de dans le rouge, une assurance. c'était extrêmement progressiste. C'était extrêmement progressiste, c'était une réforme, c'est une révolution. On allait vraiment créer une vraie protection sociale dans le sens où on allait protéger, parce que c'était pas. On l'universalise surtout. Voilà, et puis surtout on l'universalise pour faire de meilleurs travailleurs, parce qu'il faut pas se leurrer. C'est pas pour faire plaisir aux gens, c'est parce qu'en fait ça permettait d'avoir de meilleures forces vives, à la fois peut-être parce qu'on s'imaginait qu'il y aurait à nouveau une troisième guerre et qu'il fallait qu'on évite de reprendre une raclée, et peut-être aussi parce qu'on voulait créer un tissu économique à reconstruire et qu'on avait besoin de gens en bonne santé qui partiraient à la retraite pour entretenir une consommation. Tout ça est très pragmatique, mais tout ça a été très progressiste. Et aujourd'hui, pour ma génération, fin des années 70, début des années 80... La génération de celle qui a le choix ou qui veut avoir le choix? Non, ça y est Nicolas, je vais vous répondre après pour moi. Non, nous ça y est, on n'y croit plus. Moi en plus j'ai la folie d'être entrepreneur, chef d'entreprise. Donc moi la sécurité sociale, la retraite, j'y crois plus. Moi je ne me fais rembourser mes médicaments que quand j'ai ma carte vitale. Si je l'oublie, je le fais pas parce que j'ai les moyens, c'est mon choix personnel. Si vous avez un gros pépin de santé, vous serez bien content que le système médical de qualité soit là et vous prenne en charge. Souvenez-vous de Jean-Marc Sylvestre qui avait tapé sur la sécu et qui un été en a eu besoin et a reconnu quand même que ça avait été bien utile. Est-ce que si jamais j'ai vraiment mal, très très mal, j'ai la chance d'avoir créé une entreprise, j'ai la chance d'avoir eu de la... qu'elle fonctionne et que je gagne ma vie, donc j'ai la chance de m'auto-assurer si je le souhaite, je peux aller à l'hôpital américain de Neuilly et payer content des soins, si j'ai vraiment mal. Donc la question c'est que si vous me dites, au lieu de payer un RSI hors de prix, des couvertures, si on me laisse faire moi-même, avec des avantages comme la loi Madelin par exemple, extraordinaire, j'ai la possibilité de m'assurer, de prévenir, de préparer ma retraite à ma façon. Et je sais le faire, c'est mon métier. Donc, oui, donc on est plein déjà, on est déjà plein à savoir. Ce que je veux juste finir là-dessus, c'est très important. C'est qu'aujourd'hui, moi, dans notre génération, cette sécurité sociale représente pour moi le truc le plus conservateur, le plus immobile que la France ait porté. C'est-à-dire, pour nos grands-parents, c'était un truc formidable, n'a pas bougé dans sa gestion et dans sa structure depuis 70 ans. Il n'y a pas que des Stéphane Van Nuffel en France. Non. Nicolas, c'est comme devenez salarié de vous-même, il n'y a pas que des gens capables de devenir salariés. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire justement, c'est que si on commence par dire, parce qu'il n'y a pas que des Stéphane Van Nuffel en France, on va continuer à les couvrir et à les paterner, on ne fera peut-être pas plus de Stéphane Van Nuffel. C'est pas mieux pour la France qu'il y ait plus de Stéphane Van Nuffel. Un déjà suffit largement. Mais ce que je veux dire, c'est, vous voyez ce que je veux dire, le message, une fois de plus, le message c'est on bouge pas, on reste comme ça, papa est là, l'État est là, surtout n'essayez pas de changer, ne prenez pas vos responsabilités en vous assumant et en créant pour vous, pour vos enfants le lendemain. On va faire la même chose qu'à 70 ans. Et tout ira bien. Sauf qu'en fait, non, ça va pas, puisqu'en fait, on est en train de faire écrouler le système. Et que le jour où il va s'écrouler, c'est pas moi qui vais souffrir. C'est pas Adelin, c'est pas Olivier qui va souffrir. C'est pas vous, Nicolas. C'est ceux qui en ont le plus besoin de cette sécurité sociale qui vont en prendre plein les dents. Les petits retraités, etc. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Air France, c'est pareil. C'est les petits salaires qui vont finir par en prendre plein les dents. C'est eux qui ne comprennent pas qu'il faut moderniser une entreprise. Il faut pas la laisser s'endormir, sinon c'est foutu. Il faudra quand même un service d'ordre à la fin du discours pour vous filtrer aussi. Je suis habitué. Pour refermer ce sujet à la Madeleine, parce que bon... On a, au cours de cette conversation, utilisé deux termes qui sont pas identiques. On a parlé de solidarité nationale et on a parlé d'assurance. Et il faut bien faire cette distinction. Et cette clarification, elle est aujourd'hui essentielle. Quand je suis bien portant, je m'assure pour le jour où je serai malade. Quand j'ai un boulot, je m'assure pour le jour où j'aurai un chômage. Quand je travaille, je m'assure pour préparer ma retraite. C'est la philosophie de l'assurance. Cette assurance, pour des tas de raisons, si je suis jeune et que je ne fais pas attention, etc., si l'assurance n'est pas obligatoire, je ne vais pas m'assurer et je vais devenir une charge pour la société. Et pour éviter cela, il y a eu un grand débat au début du siècle dernier
posé un peu avant 1914. Est-ce qu'on a le droit de m'obliger à m'assurer? Et puis finalement, même les libéraux ont dit oui, parce que sinon vous allez être une charge pour la société. Donc l'assurance obligatoire, c'est-à-dire l'assurance c'est de la solidarité, hein, mais cette forme de solidarité obligatoire de l'assurance et des règles très précises qui font qu'un assureur ne peut pas sélectionner ses risques. Je vais faire l'assurance des jeunes gens sportifs bien portants au détriment des autres. C'est pas possible. Donc ça, ce sont des principes fondamentaux. Donc ça, c'est l'assurance. Ensuite, on a mis à la charge de l'assurance des tas de problèmes de solidarité nationale, telle et telle catégorie. Pendant longtemps, dans le langage syndical, on appelait ça des charges indues. Et il y avait la discussion chaque année sur les charges indues qui devaient être compensées par l'État. Et puis avec les étatisations Juppé, etc., on a tout mélangé. Et maintenant, on ne sait plus ce qui est solidarité et on ne sait plus ce qui est assurance. Alors qu'en réalité, pour peu qu'on fasse un petit effort, on s'aperçoit qu'on a une CSG qui est un instrument de solidarité nationale, qui est un impôt qui devrait payer la part solidarité et assistance, je vais en dire un mot, de notre système de protection sociale, et puis on a la part cotisation. Et la clarification des deux, c'est la clarification des responsabilités, et c'est l'ouverture à une gestion efficace, puisqu'à ce moment-là, je peux devenir efficace. Alors, je viens de prononcer un deuxième mot qui est le mot assistance, qui est un mot extrêmement important, parce que, par ailleurs, vous avez, j'ai dit, il y a des gens qui s'assurent, puis il y a des gens qui, pour des tas de raisons, ne sont pas assurés, il y a les handicapés, les trucs, etc. Ça, c'est de l'assistance. Alors ça, c'est de la vraie solidarité nationale, qui doit bien évidemment être totalement financée par l'impôt, et c'est là où notre système d'assistance aussi mérite considérablement d'être revu, d'être ouvert au système privé, à l'initiative privée, etc. Vous n'imaginez pas aujourd'hui, regardez, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de fournir à quelqu'un un logement aux normes. Alors comme on ne fournit pas un logement aux normes, on va dire allez coucher dans la rue. Vous êtes obligé de fournir à quelqu'un un logement avec tout le code du travail, tous les emplois, le salaire minimum, etc. On ne le fournit pas, eh ben tant pis, débrouillez-vous. Et donc vous n'avez pas au fond cette souplesse, là encore s'adapter au pays, cette souplesse que sont capables de donner les associations, que sont capables de donner des tas de gens à notre système d'assistance sociale. La pauvreté cet hiver, je vous assure, dans les rues de Paris, ce qui est en train de se passer, c'est ignoble. Et donc, vous avez un système qui est une faillite. Le système, globalement, est en faillite. C'est une crise financière, c'est une crise d'efficacité, et c'est une crise morale aussi, dans la mesure où il ne couvre pas ceux qui en auraient le plus besoin. Il n'empêche, Olivier Carré, que, après tout ce qu'on a dit, et la réalité de ce que tout le monde sait, on va continuer gentiment à aller voter un PLFSS, un projet de loi de finances de la sécurité sociale. On va continuer à gonfler cette dette de la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, qui en théorie était provisoire. Et on va continuer. Provisoire qui dure, oui. Et on va continuer à prolonger sa durée de vie. Elle doit en être à sa 4e ou 5e prolongation de durée de vie jusqu'en 2021 ou 2025. Donc en fait, on va célébrer les 70 ans pour ne rien changer. C'est ce que je crains. Bah oui. Parce que les éléments qu'on a dit les uns et les autres, moi je pense que je me suis mal exprimé parce que j'ai bien le rapport avec. On est exactement sur la même longueur d'onde, hein, et avec ce que disait Alain, et c'est là les histoires de réformes structurelles. On a l'impression que c'est la bouteille à la mer, que c'est un truc qui est pipeau, que l'opposition jette à la tête de la majorité, voilà. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, il est là. Le sujet, il est qu'à partir du moment où, par exemple, vous ne redonnez pas le choix, ce qu'on disait à l'instant, les uns et les autres, ben de toute façon, vous êtes obligé de perdurer dans le système qui est là. Parce que il a sa robustesse aussi, il a sa logique, même si jamais financièrement, comme ça a été rappelé par Alain, ça conduit au désastre financier. Il ne se rééquilibre pas. Ah non. Et puis, moi je le sais, je le dis devant mes auditoires politiques, qui sont souvent d'une moyenne d'âge qui est un peu supérieure au mien, quand je dis aux retraités qu'ils vivent une période extraordinaire où ils ne sont pas obligés de taper dans leur épargne pour maintenir leur pouvoir d'achat, et que économiquement c'est une anomalie, parce que l'épargne est faite en partie aussi pour cela, eh bien voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5-6 ans, quand je disais cela, bon, j'étais assez vite hué, on me questionnait, on me disait que c'était totalement anormal de tenir ce genre de propos, etc. Aujourd'hui, il y a un certain silence. Alors, il y a une forme de résignation aussi, y compris chez les retraités qui savent, déjà, que de temps en temps, ils puissent quand même un tout petit peu dans leur épargne, et de deux, que de toute façon, il n'y a pas d'autre
moyen, sauf à tuer complètement la compétitivité du travail lui-même, il n'y a pas de possibilité autre pour essayer de s'en sortir. Et les systèmes de capitalisation, j'observe, comme c'était rappelé, qu'ils montent sur des croissances très fortes, les PERCO et autres. C'était des sommes ridicules, ça commence à être des sommes qui sont moins ridicules et a priori, vu les accords qui se préparent, ça va être des sommes qui sont convenables. Donc cet élément-là, il est devant nous, il est inéluctable. La seule chose, c'est qu'il se fait contre vents et marées, notamment politiques, alors qu'on devrait l'admettre et qu'à partir de là, on devrait faciliter ces transitions au lieu de construire des obstacles. Il n'y aura pas probablement de choix politique dans ce domaine parce que ça oblige à manipuler des mots qui sont difficiles, qui sont un peu explosifs dans l'opinion. La question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on va arriver au moment où il y aura une date historique. Est-ce qu'on est la catastrophe pour être au pied du mur ou est-ce qu'on l'anticipe? Ah oui, c'est toujours pareil. Mais vous savez, on a l'impression, et notamment quand on emprunte à 10 ans à 0,9% ou 1,1%, ça durait longtemps. C'est tentant. La CADES fait partie des organismes en France comme l'Agence France Trésor qui empruntent directement sur les marchés. C'est parce qu'on se trompe de mots. Pardon, Olivier. Stéphane Vannuffel. Cours là-dessus, j'aimerais qu'on dise un mot du budget. Mais globalement, c'est parce que, alors, je ne connais pas au détail ce que fait Olivier sur sa circonscription, etc., auprès de ses administrés, mais moi aujourd'hui, quand j'observe et que je vais à des meetings politiques, et je l'ai fait dans le Bordelais, etc., donc avec des gens qui connaissent un peu leur sujet, si vous voyez de qui je parle, voilà, on retrouve toujours là aussi des discours et des utilisations de mots qui sont des mots qui ne sont pas les bons. Donc vous dites ça va pas être le bon vocabulaire. Mais le problème, c'est que moi, il y a un truc qui me pose un problème en tant que chef d'entreprise, Nicolas, c'est que la sécurité sociale, c'est notre argent. La sécurité sociale, c'est l'argent de tous les Français, c'est l'argent de tous les assurés, entre guillemets, indirectement. Oui. Et les gens n'ont pas cette notion-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas expliqué aux gens, alors un concept, extrêmement libéral, la responsabilité. Être libre impose une responsabilité énorme, parce qu'à partir du moment où on vous dit, on va tous mettre notre argent en commun pour protéger les plus faibles, ça veut dire qu'il faut que tout le monde ait la responsabilité de ne pas faire n'importe quoi, et de ne pas se mettre ou de s'inventer, ou de profiter de situations de faiblesse, parce qu'en se disant, les autres vont le faire à ma place. Parce qu'au final, quand les autres le font à votre place, vous le faites aussi pour vous-même, parce que c'est votre propre argent également. C'est ça qu'on n'explique pas aux gens. C'est grave. Tout de suite, quand on parle de ce genre de sujet, bam, lutte des classes, etc., les petits contre les grands. Non, et puis c'est l'image de la santé gratuite, de l'école gratuite, tout est gratuit. Et quand on parle de retraite complémentaire, c'est le mot capitalisation qui sort. Retraite, capitalisation. Et là, alors, on voit arriver le cigare, les pieds sur la table, systématiquement. La rhétorique. Dites épargne retraite et c'est bien vu. Mais bien sûr, et surtout... Bien sûr. Mais bien sûr. Faites de l'assurance retraite à côté de l'assurance vie. Ce qui est le cas, c'est l'épargne. Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut changer les mots. Vous appelez ça assurance retraite à côté de l'assurance vie, ça passe. Nicolas, juste un mot. Il y a inquiétude de la part des Français. Alors, 600 milliards. Pardon, 600 quoi? Non, 1600 milliards l'assurance retraite. 5 secondes. Si j'ose dire. Dans le domaine de la sécurité sociale, des assurances sociales, comme dans beaucoup de domaines, on a aujourd'hui des systèmes qui sont unifiés parce que, avec des règles très précises, parce que il y a, disent les économistes, des coûts de transaction, une asymétrie d'information, des passagers clandestins, etc. Or, ce que l'on est en train de réaliser dans d'autres secteurs, l'exemple Uber, c'est qu'il y a des plateformes où le numérique est en train de supprimer tout ça. Et donc, vraisemblablement, il y a du côté le mariage de l'informatique et de la santé des gains considérables à faire. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la loi de modernisation de la sécurité sociale, personne n'en parle. Le mot numérique n'apparaît pas dans la loi. Ce ne sera pas les fintech, ce sera les health-tech. Ça, c'est énorme. On a 4 minutes, on ne pourra pas tout faire. Vous êtes à la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est ma commission préférée, Olivier Carré. C'est ton bien, moi aussi. Et alors, voilà, on est en pleine phase budgétaire. C'est le seul texte important de l'année. Vous le savez très 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 bien. Vous connaissez tous les équilibres ou déséquilibres de ce texte. Vous avez vu Razi Hammadi qui essaye de prendre la tête d'un groupe qui plaiderait le retour de la grande réforme fiscale dès le budget 2016. Les frondeurs nous disent qu'ils vont intervenir pour essayer de diviser par 4 l'enveloppe prévue pour les entreprises dans la suite du pacte de responsabilité pour passer de 16 à 4 milliards d'euros. J'ai l'impression qu'on est sur les braconnages, les bricolages à tous les niveaux. Quel est le regard que vous portez sur ce budget, sa crédibilité et ce qui va en rester après le peu de travail parlementaire qui a déjà commencé à... Là, vous parlez déjà de deux choses différentes. C'est-à-dire que le projet de budget aujourd'hui, c'est celui du gouvernement. Oui. On va examiner cette semaine les amendements déposés par mes collègues de la majorité et de l'opposition.
Et c'est là qu'on va voir effectivement les éléments qui sont susceptibles de pervertir. Là, on est dans la période où chacun montre ses muscles et où les gages et autres qui ont pu être donnés dans les coulisses doivent être habillés par ceux qui les portent, et à coup de médias, à coup de slogans et à coup de voilà ce que je vais déposer. Après, la question c'est de savoir exactement ce qui est voté, et là de ce point de vue-là, moi j'observe que le gouvernement a quand même une majorité qui s'est un peu ressoudée après les différents incidents liés au 49.3. Quand je dis ressoudé, c'est qu'on a un clan, mais qui est très minoritaire, aujourd'hui en tout cas, au niveau des frondeurs. Qui n'empêche pas de voter. Et qui n'empêche pas d'obtenir le vote. Qui n'empêche pas d'obtenir le vote. Et tout le reste ressemble un peu au théâtre habituel. Voilà, c'est un peu fatigant. On préférait avoir des débats de fond, mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui en tout cas. Dans ce budget-là, aujourd'hui, c'est un budget un peu de transition. On a le sentiment qu'on navigue en eau calme. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui m'a beaucoup frappé politique, ce qui m'a beaucoup frappé la semaine dernière en écoutant messieurs Sapin et Eckert, c'est que je crois qu'il faudrait reprendre le verbatim précis de ce qu'ils ont dit. Je pense que je n'ai jamais entendu le mot chômage à l'intérieur du tableau qu'ils ont dépeint de la situation française. Ce qui m'a quand même, et j'étais pas tout seul, et là, quels que soient les bancs, à être un tout petit peu surpris du tableau, alors, plus positif. Ça, moi, je suis plutôt pour. Je suis un adepte de votre chaîne parce que en France, on a beaucoup d'atouts pour réussir. Et j'y crois énormément. Je me bats pour. Mais ceci étant dit, de là à dépeindre tout en oubliant quand même 2-3 fondamentaux qui font très mal, c'était quand même un peu hors sujet. Et quand on voit que beaucoup de choses sont bâties sur ces attendus-là, voilà, ça laisse un peu songeur. Maintenant, ça sera voté. Il faut le 31 décembre, il faut avoir tout plié. De toute façon, c'est la loi. Exactement. Et je pense pas qu'il y aura un suspense insoutenable. C'est sympa d'être à la commission des finances de l'Assemblée. Alors, c'est très intéressant parce que de temps en temps, on a quand même des débats qui sont vraiment des débats de fond. Moi, j'ai essayé de tenter pendant le débat sur la loi Macron d'introduire les questions de fiscalité, notamment parce que la fiscalité du numérique. Moi, j'observe que chaque fois qu'on parle du numérique aujourd'hui dans l'Assemblée, notamment dans cette commission, c'est pour dire qu'il lui manque telle ou telle taxe qui gêne tel ou tel secteur. J'ai simplement suggéré qu'on essaie de voir le problème à l'inverse et de savoir si le secteur traditionnel ne pourrait pas rattraper le nouveau secteur en supprimant telle ou telle taxe voilà. Alors j'ai bien compris qu'il y avait 2-3 personnes qui suivaient à peu près ce que je disais, les autres étaient assez horrifiés, les troisièmes ne voyaient pas pourquoi est-ce que... il y a de l'incompréhension quand vous dites ça. Il y a de l'incompréhension. Disons que ça anime un peu de débat. Voilà. On se fait plaisir comme on peut. On n'aura pas fait BEPS, l'OCDE, la lutte contre l'optimisation fiscale agressive des multinationales, justement, où il est très très question de savoir comment on pourrait taxer La question de la TVA, est-ce que la TVA est toujours un impôt ? Là aussi, ça a été un impôt fantastique. Est-ce que... Mais toujours, Olivier Carré, 150 milliards... TVA, non, c'est pas ça. TVA ou taxe à la consommation. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans un processus? Moi, je suis ce que dit Hervé Lambel. C'est un jeu de mots, TVA. Non. La TVA n'est pas un impôt sur la consommation. Non, aujourd'hui, c'est un impôt sur la fabrication. Sur la valeur ajoutée, sur les facteurs de production. Qui intervient bien au moment de la consommation. Qui est prélevé. Qui intervient avant aussi. C'est un impôt perçu à la consommation, mais c'est un impôt sur les facteurs de production. C'est un impôt qui porte sur le capital et sur le travail. Est-ce qu'aujourd'hui... Oui, il y a de la TVA interentreprise d'ailleurs. Pas que Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours sur des attendus qui sont les mêmes que ceux qui prévalaient au moment où elle était instaurée. Vous reviendrez. Tout ça, c'est des débats. Très volontairement. L'optimisation fiscale des multinationales. Starbucks doit-il payer plus d'impôts en France et tout. Bon, c'est un sujet hyper complexe. Là, je peux pas l'ouvrir. Je suis dans le. Non, mais c'est intéressant. C'est essentiel. Voilà. Aujourd'hui, on va se poser la question, notamment en Europe, de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces mesures proposées par l'OCDE. Il y en a 15. C'est la division de la chaîne internationale de valeur avec son optimisation fiscale. Si vous avez et la TVA complique les choses. De ce point de vue-là. Olivier a tout à fait raison. Bon, c'était Olivier Carré à la Madeleine, Stéphane Venufel. On se retrouve dès demain à 9h. Intégral placement à suivre avec Cédric Decoeur et Guillaume Sommerer.